mécanismes moléculaires, c'était le phénomène de latéralisation droite-gauche de l'embryon. D'accord? Alors, ce qu'il faut imaginer, eh bien, c'est que après l'apparition de la ligne primitive, on observe une sécrétion de FGF8, donc le fibroblast growth factor type 8, le FGF8, qui maintiendra l'expression du gène nodal, et donc la présence de la protéine nodale, uniquement sur la partie gauche du nœud de Hansen, puis cette expression de nodale va se répandre dans tout le mésoderme gauche jusqu'au mésoderme latéral gauche. Cette protéine nodale induira alors à ce niveau-là l'expression d'un autre gène qui code pour une protéine qui s'appelle LEFT2, left pour gauche, d'accord? LEFT2 et donc vont sur toute la partie gauche de l'embryon s'étendre l'expression de ces deux molécules, de ces deux protéines, nodale et LEFT2. Et ça sur toute la longueur, selon tout l'axe antéro-postérieur de l'embryon. Et très peu de temps, donc, après, va apparaître au niveau où sont exprimés nodal et LEFT2, va apparaître l'expression d'un facteur de transcription qui s'appelle PTX2, qui lui aura un domaine d'expression plus étendu que nodal et LEFT2. Il sera aussi exprimé dans tout le mésoblaste latéral et au niveau de l'entoderme. Et on pense que c'est justement PTX2 qui est à l'origine et qui induit l'expression de gènes qui seraient impliqués dans la morphogénèse gauche, qui donnerait donc l'identité gauche des organes. D'accord ? Donc bien comprendre que c'est cette expression conjointe de nodal, LEFT2, puis de PTX2, qui va conférer l'identité gauche et entraîner des modifications aussi bien au niveau du mésoblaste que de l'endoderme pour donner ensuite notre asymétrie droite-gauche, avec par exemple le cœur qui est plus à gauche, toute la morphogénèse du tube digestif, etc. D'accord ? Alors, il existe, alors vous allez me dire c'est plus concentré à gauche, pourquoi ? Alors d'abord, il existe deux facteurs qui vont s'opposer à la diffusion des signaux, donc des signaux de latéralisation gauche, qui vont s'opposer à leur diffusion vers le côté droit. D'abord, il y a une molécule qui s'appelle LEFT1. LEFT1 dont l'expression est induite par la protéine nodale et ce LEFT1 qui sera exprimé sur le versant gauche de la notocorde. Et alors, en fait, cette expression, elle va se faire sous la forme d'une étroite bande, d'accord, sur l'axe antéro-postérieur, une étroite bande
qui est juste adjacente à la notocorde sur le côté gauche. Et en fait, cette sécrétion de l'FTI1 à ce niveau-là, eh bien, constituerait une barrière moléculaire qui empêcherait la diffusion de la protéine nodale du côté droit. Ça empêcherait de traverser nodale, ça empêcherait de traverser l'axe longitudinal médian. D'accord? Un autre signal s'opposerait à cette diffusion donc, de ces signaux de latéralisation gauche vers la droite, c'est sonic jaune, SHH, qui est, lui, alors par contre, exprimé sur le versant droit de l'embryon, et qui neutraliserait donc les signaux de latéralisation gauche sur le versant droit. Donc avec un rôle analogue à l'FT1, mais SHH, lui, est uniquement exprimé du côté droit. Donc en fait, vous avez deux sécurités. Vous avez une première sécurité qui est ce territoire d'expression de l'FT1 sur le bord gauche de la notocorde, et ensuite vous avez l'expression donc de SHH sur la partie droite de l'embryon. Alors, concernant la détermination du côté droit, on pensait au début que finalement la détermination du côté droit était en quelque sorte une détermination par défaut, c'est-à-dire que c'est parce qu'il n'y avait pas de signaux de latéralisation gauche que ce côté-là devenait le côté droit. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça, et il semble qu'il existe aussi des signaux spécifiques, des acteurs moléculaires qui vont réguler la morphogénèse du côté droit. Et notamment, eh bien, vous avez une molécule, un facteur de transcription, SNAIL, qui est localisé au niveau du mésoblaste latéral droit et qui semble intervenir dans ces phénomènes de latéralisation droite, donc un signal de latéralisation droite. On connaît celui-ci et il en existe probablement d'autres qui sont pour l'instant pas encore vraiment identifiés. D'accord? Alors on dit tout ça c'est bien beau, mais pourquoi au début nodal est asymétrique? D'accord? Pourquoi la concentration de nodal est asymétrique et se retrouve finalement concentrée du côté gauche? Eh bien, on pense que cette expression asymétrique de nodal serait secondaire à l'existence d'un flux nodal dirigé donc de la droite vers la gauche et qui serait, ce mouvement serait imprimé, serait dû au mouvement de cils présent à la surface des cellules du nœud de Hansen et dont le battement eh bien, ramènerait les protéines sécrétées plutôt du côté gauche. Alors, en effet, alors ça on l'a bien mis en évidence dans des espèces inférieures, hein, où avec la mise en évidence au niveau des cellules du nœud de Hansen, eh bien de cellules qui portent un monocyle, c'est-à-dire une différenciation apicale, une surélévation de leur membrane au niveau de leur région apicale, et ce cyle qui est capable d'avoir des mouvements actifs, des battements ciliaires. Donc ce mouvement ciliaire, c'est un mouvement qui est un mouvement actif, qui est consommateur d'énergie, c'est-à-dire consommateur d'ATP. Et le cyle, donc c'est un monocyle, et le cyle de chacune des cellules donc, du nœud de Hansen battrait de façon synchrone et toutes dans le même sens, créant ce flux nodal de la droite vers la gauche, permettant la concentration de cette protéine nodale vers du côté gauche. Et ensuite, donc, eh bien, l'expression de l'FT2, etc. D'accord? Alors, je vous disais, ça n'a pas été directement mis en évidence, par exemple, dans l'espèce humaine,
mais on a de forts arguments pour penser qu'on a le même type de mécanisme qui expliquerait cette latéralisation droite-gauche, parce que notamment il existe une maladie génétique qui s'appelle le syndrome de Cartagéner. Alors je ne l'ai pas écrit Cartagéner, c'est K-A-R-T-A-G-E-N-E-R. Donc le syndrome de Cartagéner, qui est une maladie ciliaire, donc des anomalies de cils, des anomalies du battement des cils, liées, vous le verrez, notamment à des mutations des moteurs moléculaires des cils, des mutations de la dynéine. Et donc cette anomalie, cette absence de battement ciliaire chez les patients, ça va se traduire par quoi? Eh bien, notamment par des encombrements bronchiques. Vous allez apprendre cette année que tout l'épithélium de l'arc respiratoire est un épithélium cilié avec des battements ciliaires qui permettent de ramener tous les mucus vers la partie, vers l'ouverture aérodigestive supérieure et qui permet de s'opposer à l'encombrement bronchique, notamment, et à l'accumulation de poussière dans les poumons. Donc, ces patients qui ont cette immobilité ciliaire vont avoir un encombrement bronchique très important, avec des surinfections très importantes, très fréquentes, etc. Ce sont des patients aussi qui, chez les garçons, vont être stériles parce qu'ils ont des spermatozoïdes. Le flagelle d'un spermatozoïde, c'est finalement un long cil, d'accord, animé de ces mouvements. Et donc, vous aurez une immobilité des spermatozoïdes qui se traduira chez les hommes par une stérilité. Et de façon remarquable, de façon extrêmement fréquente, chez ces patients, vous avez des anomalies de la latéralisation du corps. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des situs inversus, c'est-à-dire que vous allez trouver le cœur plutôt à droite, le foie plutôt à gauche, lié justement, et on pense que c'est lié à des anomalies des cils du nœud de Henson, qui a eu des anomalies justement de battement ciliaire qui n'ont pas permis cette concentration de la protéine nodale du côté gauche et qui serait responsable de ces défauts de latéralisation droite-gauche chez ces patients. D'accord? Donc, juste en résumé, donc, pour ces phénomènes de latéralisation droite-gauche, donc il existerait un flux nodal donc, qui permettrait une concentration de FGF8 et puis donc de nodal du côté gauche de l'embryon, et l'expression de ce gène nodal ensuite activerait l'expression de l'FT2, l'FT2 qui lui-même entraînerait l'expression de PTX2, qui est vraiment le facteur de transcription qui serait responsable ensuite de la morphogénèse du côté gauche, de l'identité gauche de l'organisme, en sachant donc que PTX2 a vraiment, lui, un territoire beaucoup plus étendu d'expression comparé à nodal et l'FT2, avec notamment expression aussi au niveau de la partie très latérale du mésoblaste et puis de l'entoblaste. Pourquoi donc on a ce phénomène de concentration de nodal du côté gauche lié, on pense donc à ce battement ciliaire, des monocils, donc des cellules situées au niveau du Henson, et puis d'autre part, secondaire à l'existence de barrières moléculaires qui s'opposent à la diffusion du côté droit de ces gènes d'identité gauche, de l'expression des protéines, de ces protéines produites par ces gènes d'identité gauche. D'accord? Avec, donc notamment, première barrière moléculaire, c'est l'expression de l'FT1 sur le côté gauche de la notocorde et qui s'oppose donc à cette diffusion. Et une deuxième barrière moléculaire qui est l'expression donc de sonic hedgehog sur toute la partie droite donc de l'embryon qui elle aussi s'oppose à l'effet, s'oppose à nodal du côté droit. D'accord? En sachant, comme je vous disais, que la détermination du côté droit est liée à l'absence de signaux de latéralisation gauche, mais aussi à l'expression de gènes spécifiques qui vont conférer une identité droite à ce côté. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire pour la 3e semaine. Et donc maintenant, nous allons attaquer la
quatrième semestre.